Le 11 mars 2020, l'OMS a officiellement déclaré que les infections présumées par le coronavirus constituaient une pandémie mondiale. Cela a représenté pour beaucoup un profond bouleversement dans leur vie. Les mesures imposées par les politiques, telles que les confinements, l'obligation du masque, de la vaccination, du dépistage, etc., ont entraîné des chutes massives de la vie publique et de l'économie. Des violations généralisées de la loi, l'exclusion de ceux qui critiquent les mesures, les dommages psychologiques chez les enfants et les adolescents, ainsi qu'une forte augmentation des atteintes à la santé, notamment en raison des injections anti-Covid administrées en masse dans le monde entier. Dans un message vidéo diffusé lors de la manifestation du 3 août 2024 à Berlin, le professeur Zoukari Bagdi demande qu'on se penche sur la prétendue pandémie de Covid. Monsieur Bagdi estime que sans enquête et remise en ordre, il n'y a pas de changement et en fin de compte, pas de paix. Il n'y a aucune justification pour toutes les mesures Covid. Les personnes vaccinées feraient ainsi partie d'une expérience humaine monstrueuse menée par l'élite au pouvoir dans le monde entier. L'Organisation mondiale de la santé a joué un rôle décisif, si ce n'est pas le plus décisif, dans cette affaire. Sans l'OMS, pas de pandémie. Et pas de remise en ordre sans une enquête précise sur l'OMS. Tel est l'objet de cette émission. Le célèbre médecin américain et expert en examen de brevets, le docteur David Martin, a fait la déclaration importante suivante dans le cadre de l'enquête sur la pandémie de Covid. Nous débattons des feuilles de l'arbre que nous appelons pandémie. Mais nous n'allons pas jusqu'à la racine. Il s'agit d'une organisation criminelle organisée, créée pour obtenir d'abord une immunité absolue, puis pour mettre en œuvre ses plans afin de s'assurer qu'elle contrôle qui vit, qui meurt et qui a la moindre chance de vivre. Mais en quoi l'Organisation mondiale de la santé est-elle criminelle? En partant de l'affirmation du docteur Martin, cette émission analyse si et dans quelle mesure la criminalité de l'OMS peut être prouvée. Jetons d'abord un coup d'œil à la base de travail de l'OMS, la Constitution. Premièrement, la piste criminelle dans la Constitution de l'OMS. L'article 5, section 13 de la Constitution de l'OMS stipule ce qui suit. Les représentants des membres bénéficient de l'immunité d'arrestation ou de détention et de saisie de leur bagage personnel et en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits, immunité de toute juridiction. Écoutez le docteur David Martin à ce sujet. Lors de sa formation en 1947, elle a été financée et fondée par des personnes qui, selon leurs propres termes, voulaient délibérément commettre un crime. La section 13 de l'article 5 se termine par la déclaration suivante. Immunité en cas d'arrestation ou de détention personnelle, blablabla. Bla bla bla. Immunité en cas de procédure judiciaire de quelque nature que ce soit. Or, s'il n'avait pas l'intention de commettre un crime, pourquoi se donnerait-il une immunité permanente et absolue contre toute poursuite, et pire encore, même contre toute enquête de poursuite de quelque nature que ce soit? Les gens sont assis là et font comme si c'était l'immunité diplomatique. Vous réalisez que cela ne correspond même pas aux normes de l'immunité diplomatique? Mais qui sont donc ces personnes qui ont financé et fondé l'OMS et qui, selon le docteur Martin, voulaient délibérément commettre un crime? Deuxièmement, ceux qui sont à l'origine de la création de l'OMS. Fondée le 7 avril 1948, l'Organisation mondiale de la santé est la plus grande agence spécialisée des Nations unies. John D. Rockefeller III a été à l'origine de la création des Nations unies et de l'Organisation mondiale de la santé en tant que président de la fondation familiale Rockefeller Foundation. Le passage suivant, tiré de l'article « Philanthropie et santé mondiale », la Fondation Rockefeller est l'organisation de la santé de la Société des Nations, prédécesseur de l'OMS, met en évidence la position exceptionnelle de la Fondation Rockefeller. Elle était déjà avant la création de l'OMS. Citation. « Il y avait un risque que les fonctionnaires gouvernementaux qui préféraient une approche minimaliste ne soient pas en mesure de partager la vision large des experts internationaux de la santé.
Cette complexité signifiait que la Fondation Rockefeller assumait une multitude de rôles, depuis celui de sage-femme à la naissance de l'organisation de santé jusqu'à la résurrection de ses restes brisés lorsqu'une nouvelle organisation internationale de santé a été planifiée après la Seconde Guerre mondiale. Les bonnes relations entre l'OMS et la Fondation Rockefeller se poursuivent encore aujourd'hui. Le directeur général de l'OMS de l'époque, M. Kando, a déclaré à l'occasion du 50e anniversaire de la Fondation Rockefeller en 1963 « Je n'ai aucun doute que l'étroite collaboration entre la Fondation Rockefeller et l'OMS continuera à jouer un rôle essentiel dans les années à venir pour atteindre l'objectif que les deux organisations partagent. » Rien que depuis l'an 2000, la Fondation Rockefeller fait régulièrement des dons à l'OMS pour un montant de plus de 25,6 millions de dollars. Voici ce qu'on peut lire à ce sujet sur le site de la Fondation Rockefeller. La collaboration entre la Fondation Rockefeller et l'Organisation mondiale de la santé remonte au début de l'Organisation mondiale de la santé. En janvier 2022, la Fondation Rockefeller est devenue un acteur non gouvernemental dans la relation officielle avec l'Organisation mondiale de la santé. Quelles étaient donc les véritables motivations de John D. Rockefeller III pour fonder l'OMS? Troisièmement, les objectifs criminels de ceux qui tirent les ficelles de l'OMS. Le précurseur décisif de l'OMS, John D. Rockefeller III, était un eugéniste convaincu. Qu'est-ce que cela signifie? Jetons pour cela un bref coup d'œil sur les partisans de l'eugénisme et leur idéologie. Durant la première moitié du XXe siècle, de nombreuses personnes influentes ont publiquement défendu des opinions eugénistes et financé des recherches et des programmes eugéniques. Elles comprenaient des personnes connues comme Andrew Carnegie, John D. Rockefeller Sr. et ses descendants, la famille William Gates, George Bernard Shaw, Winston Churchill, etc. Selon les conceptions eugénistes, les riches et les puissants auraient des gènes supérieurs qui les légitimeraient pour dominer et diriger la société. Ainsi, ils devraient se reproduire autant que possible. En revanche, les pauvres et les inférieurs devraient être dissuadés d'avoir des enfants. Une citation du président américain Theodore Roosevelt illustre ce point de vue. Un jour, nous nous rendrons compte que le premier devoir, le devoir inévitable des bons citoyens, est de léguer leur sang à la postérité, et qu'il ne peut être question pour nous de permettre la reproduction de citoyens du mauvais type. J'aimerais qu'on puisse empêcher les personnes inaptes de se reproduire. C'est sur la base de ces opinions eugénistes que John D. Rockefeller III a fondé en 1952 le Population Council, ou Conseil de la population. Celui-ci s'engage officiellement dans le monde entier pour le contrôle des naissances, le planning familial, ainsi que le contrôle démographique. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce nom qui semble tout à fait raisonnable? La féministe eugéniste Margaret Sanger était une proche de la famille Rockefeller et elle le dit clairement. C'est ainsi qu'elle a plaidé ouvertement devant le Congrès américain, plus d'enfants de ceux qui conviennent, moins de ceux qui ne conviennent pas. Comprenons par là, plus d'enfants de parents aptes, moins d'enfants de parents inaptes. Comment peut-on en imaginer la pratique? Suite à des programmes eugéniques, plus de 64 000 personnes ont été stérilisées de force aux États-Unis entre 1907 et 1963, principalement dans des hôpitaux psychiatriques. Dans l'après-guerre, le mouvement eugéniste a plongé dans la clandestinité en raison de sa mauvaise image. L'idéologie continue cependant de vivre chez les personnes influentes jusqu'à aujourd'hui. Ils ne font que masquer leur véritable opinion eugéniste en utilisant les termes de contrôle de la population, de contrôle des naissances, de planification familiale et de procréation ou de médecine reproductive. Le plus grand donateur de l'OMS, Bill Gates, a déclaré ouvertement. Un problème que j'ai trouvé vraiment urgent était celui lié à la population, à la médecine reproductive. Les points de vue et les efforts des familles Rockefeller et Gates se ressemblent. Et ils correspondent étonnamment aux légendaires Georgia Guidestones. Les 10 commandements ont été gravés dans la pierre sur de grands blocs de granit. Ceci révèle les intentions des cercles maçonniques à l'égard de la population terrestre. L'un des 10 commandements est le suivant:
diriger la reproduction avec sagesse pour améliorer l'aptitude et la diversité. Et le premier commandement, maintenir la population mondiale en dessous de 500 millions d'habitants. Au vu de ces connaissances, le programme de reproduction humaine ainsi que les programmes de vaccination de l'OMS et de la Fondation Gates doivent être considérés sous un tout autre jour. David Martin voit même dans l'OMS la continuation des anciens programmes eugéniques. Ce n'est pas une question de santé publique. C'est le développement du même programme génocidaire qui a commencé avec le financement des bureaux d'eugénisme dans les Cold Spring Labs par la Fondation Carnegie en 1913, selon la philanthropie d'Andrew Carnegie. À cette époque, la famille Rockefeller a joué un rôle majeur dans le financement de ces bureaux eugéniques et des programmes eugéniques en Amérique et à l'étranger. Au vu des convictions eugénistes du président de la Fondation Rockefeller, à l'époque de la création de l'OMS, on peut se poser la question suivante. Est-ce une coïncidence si l'OMS met en œuvre des programmes de contrôle démographique? Quatrièmement, programme de l'OMS pour le contrôle de la population. À partir des années 1960, l'OMS est engagée de plus en plus dans le domaine du contrôle de la population par le biais du programme de reproduction humaine. Betsy Hartman a analysé les programmes de contrôle de la population des gouvernements, des fondations et des organisations internationales. Dans son livre « Reproductive Rights and Wrongs », publié en 1995, elle résume cela comme suit, citation. Ces programmes qui ciblaient principalement les femmes pauvres visaient à réduire le taux de natalité le plus rapidement et au moindre coût. La contrainte était souvent une évidence. Dans la lutte contre la croissance démographique, le contrôle des naissances a été utilisé comme une arme et non comme un moyen de décision en matière de reproduction. De l'autre côté, on trouve un lobby du contrôle de la population renaissant, bien financé et qui masque souvent ses motivations à travers un langage de la promotion de la femme. Cinquièmement, programme de vaccination de l'OMS pour freiner la croissance démographique. Selon le principal sponsor de l'OMS, Bill Gates, les programmes de vaccination dans le domaine de la médecine reproductive ont un grand potentiel pour freiner la croissance démographique. Le monde compte aujourd'hui 6,8 milliards d'habitants et ce chiffre va augmenter pour atteindre environ 9 milliards. Si nous faisons vraiment du bon travail avec les nouveaux vaccins, les soins de santé et les services de santé reproductive, nous pourrions peut-être réduire ce chiffre de 10 ou 15%. Et l'OMS est directement impliquée dans ces programmes de vaccination avec le Conseil de la population de la famille Rockefeller et la Fondation Gates. Exemple 1. Infertilité par vaccination antitétanique au Kenya. Le Conseil de la population et d'autres organisations de recherche se sont associés à l'OMS en 1972 pour mener des recherches conjointes sur des vaccins destinés à réguler la fertilité. Dans le documentaire intitulé « Infertilité, un agenda diabolique », le Dr Andrew Wakefield et Robert F. Kennedy Jr. démontrent que l'OMS a participé de 1972 à 1992 au financement de la recherche d'une substance nocive pour la grossesse. Au Kenya, cette substance a ensuite été administrée à des femmes en âge de procréer dans le cadre d'une vaccination contre le tétanos. L'infertilité est désormais l'un des problèmes majeurs de la gynécologie en Afrique, selon le docteur Wahom Gnare de Nairobi, au Kenya. Je suis gynécologue. Ces dernières années, nous avons assisté à une augmentation spectaculaire du nombre de femmes qui ont fait une fausse couche, qui se présentent avec une menace de fausse couche ou avec des saignements en début de grossesse. Nous voyons aussi beaucoup de jeunes couples souffrant d'infertilité. Dans d'autres pays également, l'OMS a mené des campagnes anti-fertilité sous le couvert de programmes de vaccination contre le tétanos. Le travail au Kenya était placé sous le patronage de la Fondation Gates, proche de l'OMS. Exemple 2. Nouveau vaccin contre le paludisme. En juillet 2023, l'OMS et l'Alliance pour la vaccination Gavi, contrôlée par Bill Gates, ont annoncé leur intention d'administrer 80 à 100 millions de vaccins par an aux enfants africains d'ici 2030. Des études ont toutefois montré que le nouveau vaccin Mosquirix, malgré 4 injections, ne conférait qu'une immunité de quelques mois. En outre, ils ont mis en évidence que le groupe de personnes vaccinées avait 10 fois plus de risques de souffrir de méningite et de paludisme cérébral.
Les jeunes filles vaccinées présentaient un risque de mortalité 2 fois plus élevé que le groupe témoin non vacciné. Les vaccins sont rentables, du moins pour l'industrie des vaccins. Bill Gates a doublé sa fortune en 10 ans, passant de 50 milliards de dollars à plus de 100 milliards de dollars grâce à sa participation au marché des vaccins. Selon les déclarations officielles de l'OMS, les injections anti-Covid étaient également considérées comme le seul moyen efficace contre l'infection pour le coronavirus pendant la pandémie. Et où cela a-t-il mené? En 2022, un an après l'administration des premières injections anti-Covid, nous avons constaté une augmentation de la mortalité, surtout dans les classes d'âge les plus jeunes. Sixièmement, le passé criminel du chef de l'OMS. Tedros Adhanom Ghebreyesus Tedros Adhanom Ghebreyesus est le secrétaire général de l'Organisation mondiale de la santé depuis le 1er juillet 2017. Ce que peu de gens savent, Tedros a un passé criminel, car il faisait partie d'une organisation terroriste qui a perpétré un renversement armé du gouvernement éthiopien en 1991. Au sein de cette organisation violente qui a dirigé le gouvernement éthiopien après 1991, il a été promu ministre de la Santé, puis ministre des Affaires étrangères. Voir à ce sujet le dossier Tedros. Peu après l'entrée en fonction de Tedros en tant que secrétaire général de l'OMS, des représentants de la Fondation Rockefeller l'ont rencontré. La légende de la photo affichée ici est la suivante. Notre équipe de santé est impatiente de travailler avec le professeur Tedros Adhanom Ghebreyesus et l'Organisation mondiale de la santé sur un programme de santé mondiale ambitieux. Il devrait désormais être clair pour tout le monde que les personnes qui tirent les ficelles derrière l'OMS, comme la dynastie Rockefeller ou le soi-disant philanthrope Bill Gates, n'ont pas à l'esprit la santé des peuples. Au lieu de cela, ils dirigent de manière occulte et dure le développement démographique mondial. La question se pose toutefois de savoir où doit aboutir exactement ce contrôle de la population. Septièmement, l'OMS, un instrument pour établir un nouveau gouvernement mondial. Comme nous l'avons mentionné au début, l'OMS est la plus grande agence spécialisée des Nations Unies ou ONU et met en œuvre ses objectifs dans le secteur de la santé. Ce que peu de gens savent, la création de l'ONU a également été largement influencée et cofinancée par la Fondation Rockefeller. En 1947, John D. Rockefeller Jr. a fait don à l'ONU d'un chèque de 8,5 millions de dollars pour l'achat d'un terrain à New York sur lequel son siège a ensuite été construit. Mais quels sont les objectifs des dirigeants de la haute finance derrière l'ONU et son OMS? Celles-ci sont présentées de manière voilée dans l'agenda 2030. Voir à ce sujet quelques extraits du documentaire Agenda 2030, 17 objectifs de destruction durable de l'association suisse VIR. L'agenda 2030, proclamé lors du sommet des Nations Unies à New York en 2015, est un contrat mondial pour l'avenir auquel les gouvernements nationaux doivent se soumettre. Cet agenda comprend 17 objectifs dits de durabilité qui n'ont l'air bons qu'à première vue. Si on s'intéresse de plus près à ces objectifs, on en revient toujours aux mêmes acteurs qui, en réalité, ne veulent rien de moins que le contrôle total des ressources de notre planète. Un seul gouvernement mondial centralisé et donc l'asservissement de tous les peuples. Le point 3 des 17 objectifs de développement durable traite spécifiquement des objectifs mondiaux en matière de santé qui doivent être mis en œuvre de manière contraignante par l'OMS. À première vue, les objectifs mentionnés ci-dessus semblent bons, mais ils représentent une menace mondiale sérieuse. C'est justement en ayant à l'esprit le contexte eugéniste et les pratiques méprisantes envers l'humanité des dirigeants de l'OMS jusqu'à présent que les plans de santé mondiaux doivent être sérieusement remis en question. Point 3. Assurer une vie saine à tous les individus, quel que soit leur âge, et promouvoir leur bien-être. L'accent est mis sur la numérisation et la centralisation de toutes les normes médicales par l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé peut ordonner des mesures médicales au monde entier sous la menace d'amendes et de sanctions. Pour ce faire, la responsabilité des mesures médicales de toutes sortes est retirée aux gouvernements nationaux. L'OMS décidera à l'échelle mondiale, par le biais de ce qu'on appelle le traité sur les pandémies, quand et où ordonner quelles mesures coercitives telles que masques, vaccination, tests, confinement et quarantaine. De plus,
Toutes les données de santé doivent être stockées dans une base de données internationale et reliées à l'identité numérique de tous les citoyens. L'industrie de la santé doit être uniformisée à l'échelle mondiale. Toutes les opinions et les résultats de recherche en médecine qui divergent de ceux de l'OMS sont systématiquement réprimés, poursuivis et criminalisés. Les méthodes de médecine naturelle doivent être bannies du secteur de la santé et remplacées par des offres de formation, des produits et des services de l'industrie pharmaceutique et chimique. La santé des personnes sera alors entièrement entre les mains de l'OMS, car elle pourra également intervenir de manière régulatrice en cas de comportement non conforme des personnes, grâce aux données de santé librement accessibles. Cela peut conduire à interdire à la personne qui se fait remarquer l'accès à la nourriture et aux médicaments dont elle a besoin. Voilà comment on peut résumer sans phare l'agenda de l'OMS. Dès le début, les hauts financiers, influencés par l'eugénisme et leurs vassaux, laissent leurs traces criminelles et ce jusqu'à aujourd'hui. Sous le couvert de l'OMS, ces dirigeants n'hésitent pas à commettre des crimes afin d'imposer leur domination mondiale et de poursuivre leur programme de contrôle de la population. Les crimes réussis liés à la vaccination, en particulier la campagne sans précédent pour l'administration mondiale des vaccins très dangereux dits à ARNM, nécessitent une enquête et une remise en ordre urgente, notamment parce que de tels crimes ne doivent plus jamais se reproduire. Aidez-nous donc à mettre en lumière ces agissements criminels. Nous vous prions de bien vouloir diffuser largement cette émission. breitflächig weiter zu verbreiten.